Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans le cadre des regards sur les communes espace 20h30, 22h pour ceux qui sont en Afrique centrale. Vous êtes bel et bien sur Dash News et nous parlons des problèmes liés aux collectivités territoriales. Décentraliser la thématique du jour nous interpelle d'ailleurs. Nous parlons de la problématique des financements des collectivités territoriales décentralisées. État de lieu et perspective. Voilà donc le thème qui va nous tenir en haleine durant les 90 prochaines minutes. Ce sera bien sûr par le soin de nos invités déjà sur ce plateau. Nous attendons encore un. Deux sont déjà sur ce plateau. Eros Ekwala à mon extrême droite. Eros Ekwala est spécialiste en management des projets et ingénierie du développement local, agro-environnementaliste. Eros, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission de façon générale, de cette chaîne de télévision. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau pour des problématiques liées au développement local. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Germain Djeka Elongue, ingénieur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, universitaire, expert, consultant et formateur. Germain, bonsoir et merci de nous rejoindre aussi. Bonsoir, M. Bernard, bonsoir aux panélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Dash TV. C'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau pour apporter notre modeste contribution au décollage, à la bonne compréhension de la situation en ce qui concerne nos collectivités territoriales décentralisées. De la thématique du jour nous interpelle, nous parlons bel et bien de la problématique des financements des collectivités territoriales décentralisées en Afrique. Alors, vous allez voir, peut-être, on va parler de la dernière actualité des quelques collectivités territoriales décentralisées, notamment le personnel des communes qui annoncent quand même un mouvement d'humeur très intéressant. Cela réclame forcément des meilleures conditions de vie, peut-être un statut, la convention collective qui n'est toujours pas signée jusqu'ici, les meilleures conditions de travail, Eros. Il faudrait peut-être qu'on commence à prendre au sérieux le personnel communal. Naturellement, on ne peut pas parler justement de la promotion du développement local sans prendre à bras le corps la situation et les conditions de vie et de travail de ces acteurs même, qui sont le personnel des collectivités territoriales décentralisées. On aurait appris par médias interposés le président de leur syndicat qui, dans quelques jours, il y a encore quelques jours, annonçait un débrayage pour essayer de faire entendre leur voix sur un certain nombre de faits, notamment la mise sur pied d'une convention collective. Si, selon ces déclarations, le document a été élaboré mais serait bloqué dans leur ministère de tutelle. Il parlait également du renouvellement de leur contrat de travail, justement parce que le principe est que c'est le ministre de la décentralisation et du développement local qui devrait procéder au renouvellement de leur contrat. Il parle également de la valorisation de leur grille salariale, justement, subséquent à la mise sur pied de leur convention collective. Donc voilà quelques éléments, de mon point de vue, qui justifieraient leur mécontentement et qui peut donc jeter du discrédit sur le développement local, le processus de développement local avec l'avènement de la décentralisation. Vivement que l'autorité compétente tienne en compte les différents désidérata, les différentes propositions pour que la situation revienne à la normale. Alors, Germain, on a comme l'impression que cela trahit un peu le fait d'y arriver dans cette histoire-là un peu de façon brusquée, de façon brutale, sans aucune préparation. On n'avait quand même pas du tout un personnel qui, lui, déjà était préparé à la chose et on voit ces ajustements qui démontrent à suffisance que le personnel n'a aucun avenir. Je dirais oui, Raoul. En fait, je ne pense pas que ce soit l'entrée brusque dans un contexte de décentralisation qui soit le problème. Nous avons toujours défendu sur ce plateau le fait que l'État central, qui a franchi le pas de la décentralisation, tarde à libérer les leviers. Et quand nous parlons des responsabilités qui ont été dévolues aux collectivités territoriales décentralisées, il faudrait que les moyens suivent. Et ces moyens
Et parmi ces moyens, il y a les ressources humaines. Alors, il n'est donc pas compréhensible que la collectivité doive s'occuper d'un certain nombre de responsabilités, d'un certain nombre d'actions sociales, d'un certain nombre d'activités, avec des ressources qui, ma foi, n'ont aucune visibilité dans l'action qui va être menée. Mais là, il ne s'agit pas de la remise en cause des ressources, il s'agit là du personnel qui est déjà là, mais qui semble avoir été maltraité ou qui est maltraité et qui demande à ce qu'on s'occupe d'eux. Effectivement, c'est pour ça que si ce personnel a été affecté à cette tâche, cela entre dans une planification. Il n'est pas question que ce soit par des mouvements d'humeur, que l'on se rende compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des gens qui ont des contrats, des CDD, et qui arrivent à expiration sans que l'on lève le petit doigt. Il faut qu'ils se plaignent. Cela marque un peu, cela, on va dire, trahit un peu un manque de planification dans la gestion de ces ressources. Curieusement. Alors, dans tous les cas, on espère que le mouvement sera stoppé par les actions qui sont en train d'être prises maintenant. On apprend également qu'à Ibolova, le maire de la ville d'Ibolova et le préfet de l'Anvila, on ne sait pas ce qui se passe. Le préfet a demandé à fermer certaines boutiques parce qu'il voulait réaménager les lieux, mais les commerçants très en colère, menaçant d'ailleurs de faire des villes mortes là-bas. Le préfet a été obligé de signer une note, un décret demandant la réouverture de ces boutiques. Et du coup, il y a donc ce malaise qui semble exister désormais entre la tutelle et le maire de la ville. Dans des pareilles circonstances, n'y a-t-il pas l'abus d'autorité de la part de la tutelle? Tout dépend de la gravité ou alors de l'ampleur de la situation. On ne peut pas qualifier tout cela d'abus d'autorité à un pif. Tout porte à croire qu'il a manqué un peu de communication et de collaboration entre les deux administrations afin de mener une action synergique. Parce que le préfet qui demande, l'autorité administrative qui demande la fermeture des boutiques, l'ouverture des boutiques, que le maire voulait bien fermer parce qu'il avait des aménagements à faire. Je pense que si le maire et le préfet s'étaient accordés sur le calendrier d'activité, sur la portée même de ces réaménagements. Est-ce que ce n'est pas justement là le problème? Le maire a-t-il besoin de demander au préfet si lui va aménager un marché dont il a l'entière responsabilité? Parce que le préfet n'a jamais mis 5 francs dans un marché, à ce que je sache. Il n'est pas je vous appelle, je n'ai pas fini. Le préfet n'a jamais mis 5 francs dans un marché. Il est juste là pour observer et voir. Et le maire qui, lui, est le gestionnaire de ce marché, estime que son marché, maintenant, devait être retouché. A-t-il besoin de demander au préfet s'il veut travailler? Il n'est pas question de demander au préfet. Nous avons dit ici quand vous dites maintenant qu'il fallait qu'il s'approche du préfet pour avoir un calendrier élaboré, c'est comme si le préfet c'était une obligation de s'approcher du préfet. Lui dit, bon, monsieur le préfet, moi, je vais fermer le marché, il faut qu'on voit dans quelle mesure je vais fermer ça. Il a cette obligation-là? Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une stratégie managériale qui vise à préserver non seulement l'activité économique. Voyez-vous, on a dit ici dans les émissions passées que le préfet est le représentant de l'administration de l'État qui est juge de la légalité d'un certain nombre de choses. Il est bon. Il n'est pas question que... Je ne veux pas dire que le maire devrait demander l'autorisation du préfet. Le préfet qui... Je peux me tromper jusqu'ici, comme la tutelle, entre guillemets, des collectivités territoriales décentralisées qui sont sous son territoire de compétence. Je pense quand même qu'il est bon que le préfet soit au moins au courant que le maire veut mener une action qui va créer, de l'entorse à l'activité économique dans une localité. On a aussi l'obligation de préserver la vie économique, de préserver les activités de ces opérateurs économiques qui contribuent quand même pour le développement de notre pays. Donc, alors, peut-être que le préfet aurait dû faire autrement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a au minimum deux approches de mismanagement, comme disent certains, qui peuvent être observées à ce niveau. Avant d'arriver au préfet, nous avons tout le temps dit ici que
l'exécutif communal gère un certain pouvoir, un certain nombre de prérogatives pour et avec les populations. C'est-à-dire que pour tout projet, il faudrait intégrer les populations en amont. Tenir compte de leur avis. Mais ça ne doit pas leur tomber sur la tête. En ce moment-là, population et exécutif communal devaient être en harmonie. Mais l'autre problème qui se pose également, c'est... vous voulez démontrer par là que le maire n'a peut-être pas... C'est pour ça que je parle... Ces populations pour leur dire, voilà... Sans être péremptoire, oui. Je pense quand même que si les populations sont d'accord de ce que leur cadre demande, un coup de balai, il me semble difficile de les voir se retourner du jour au lendemain, au point, n'est-ce pas, de faire des mouvements d'humeur qui peuvent mettre, on va dire, au devant de la scène, qui peuvent donner, on va dire, le prétexte à la tutelle au préfet de prendre des mesures de sortir, on va dire quoi, alibi de troubles à l'ordre public pour lequel il se sent obligé d'intervenir. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a peut-être des efforts à faire au niveau des exécutifs communaux, au niveau des représentants du peuple, pour être toujours en harmonie avec le peuple. Puisque tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Et en ce moment, on pourrait écarter assez facilement l'omniprésence de l'autorité centrale administrative qui va venir vous dire, en fin de compte, ce que vous devez faire dans un contexte de centralisation où il n'est plus question de dicter. Tout à fait. Alors, la pose maintenant du préfet, qui lui également de son côté prend un décret, peut-être qu'il aurait demandé, il aurait pu demander aussi au maire, ok, monsieur le maire, comme vous avez pris une décision de ce genre, revenez sur cette décision pour que la chose puisse se calmer. Mais il a pris bon de prendre les devants. Peut-être il pouvait voir aussi ça autrement. Et de là maintenant, est-ce qu'on n'a pas comme impression que ça trahit le malaise qui existe entre le préfet et le maire de la ville, dont la communication semble très muette entre les deux? En réalité, dans la bonne façon, même dans la courtoisie, c'est ce qui devrait être fait. Que lorsque l'autorité se rend compte que l'action menée par le maire, qui est un représentant du peuple, il y a risque de trouble à l'ordre public parce que les concernés, notamment les commerçants, n'adhèrent pas, peut-être parce que les conditions posées par ceux qui veulent mener des travaux, ça peut induire des coûts additifs sur la location des boutiques, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Il est peut-être de bon ton que le préfet fasse fléchir un peu le maire et que le maire lui-même, qui est l'initiateur de cette mesure, revienne sur sa mesure. Mais tout est aussi proportionnel ou alors relatif à l'ampleur de la situation. Parce que voyez-vous, si le préfet demande au maire de revenir sur sa décision, ça peut paraître comme une injonction. Pendant que le maire prend du temps à revenir sur sa décision, la situation sur le terrain peut s'aggraver. Je pense qu'il est de bon ton qu'en ce moment-là, en tenant compte de la gravité de la situation, que le préfet intervienne, qui est le représentant de l'État, qui est le garant de l'ordre public. Lorsqu'il y a menace à l'ordre public, il faudrait que cela soit qu'il intervienne. Maintenant, l'actualité pose un problème fondamental de la collaboration franche qu'il y a entre les différentes administrations, où celui qui est élu pense que celui qui a un décret ne peut pas lui donner des ordres ou des injonctions. Il est bon qu'aujourd'hui, les différents acteurs du développement local se mettent sur la table de dialogue, de discussion, pour qu'enfin chacun comprenne les enjeux et puis les différentes responsabilités. Cela ne met-il pas là en évidence le fait que nous avons toujours dit que la tutelle demeure comme cette épée de Damoclès sur la tête des exécutifs municipaux qui sont pratiquement là, mais ont les mains liées. Effectivement, M. Bena, vous avez entièrement raison. Et c'est ce que nous décrions, c'est ce que nous appelons les exécutifs
communaux à essayer de se départir, n'est-ce pas, de cette emprise. Mais il faut être stratégique. C'est-à-dire que le vrai pouvoir, c'est le peuple, c'est le bénéficiaire de tout ça. C'est lui qui vous le donne. Celui-là, il faut l'avoir avec soi. Il faut l'avoir avec soi dans ce combat, puisque c'est un combat. En réalité, pour s'émanciper véritablement de cette emprise-là, c'est un combat. Donc, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas négliger l'allié majeur qui est le peuple, qui est le bénéficiaire de toute notre action. Et cela traduit aussi ou remet aussi au bout du jour un certain nombre de lourdeurs qui peuvent exister dans la gestion des collectivités territoriales, dans la mesure où certains gestionnaires ou certains responsables arrivent au poste sur la base d'un certain nombre de tractations et à tout moment, ceux qui ont tiré les ficelles dans l'ombre sont capables de vous faire du chantage, de provoquer tout type de, n'est-ce pas, de malaise au sein de l'exécutif communal pour mettre justement à mal ce dernier. Donc, il est question pour l'exécutif communal de bien analyser la situation, d'identifier les risques qui peuvent être, que peuvent courir ces projets qui peuvent auxquels ces projets peuvent faire face et donc d'anticiper là-dessus. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Nous espérons que la sérénité reviendra là-bas à Ibolova et que le préfet de la ville et son maire de la ville pourront mieux s'entendre, se comprendre très prochainement pour éviter ce genre de désagrément, il faut le dire, et qui laisse entendre facilement qu'il y a un malaise entre les deux. Maintenant, on passe maintenant au sujet qui nous intéresse. J'évoquais il y a un instant, on parlera de la problématique du financement des collectivités territoriales décentralisées, état des lieux et perspectives. Je vous suggère tout d'abord de suivre ce premier reportage qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Afrique, financement de la décentralisation. Et nous revenons sur ce plateau pour le déroulement. Les communes, départements et régions d'Afrique peinent à financer leur développement. Malgré l'adoption de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local par l'Union africaine en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, qui encourage les États à allouer plus de ressources aux collectivités, les dotations restent faibles sur le continent. Quand on prend les statistiques à travers les dernières études qui ont été faites en Afrique, on se rend compte que le transfert de l'État vers les collectivités locales ne représente pas plus de 5% en moyenne. Au Mali, par exemple, les autorités ont décidé de transférer conjointement les compétences et les financements en allouant 30% des ressources budgétaires aux collectivités territoriales avant la fin de l'année 2018. La société civile africaine s'active de son côté pour outiller les collectivités dans la collecte de leurs ressources propres en s'appuyant sur les nouvelles technologies et lutter contre l'évasion fiscale. C'est un dispositif technologique qui a été installé sur le téléphone portable avec une mini-imprimante qui permet de générer un ticket. Ce ticket permet d'assurer un contrôle des contribuables, donc ceux qui ont payé la taxe quotidienne, donc ils reçoivent un ticket et ensuite on a mobilisé aussi les citoyens à travers les conseils de quartier qui peuvent passer par la suite pour assurer le contrôle de l'effectivité de la taxe. Alors que seulement 1/7 des taxes et impôts des collectivités locales est mobilisé en Afrique, d'autres mécanismes de financement existent à travers les fonds verts, les levées de fonds et la coopération décentralisée, mais sont faiblement exploités. Alors, Germain Djeka et Longuet, qu'entendons-nous par financement des collectivités territoriales décentralisées? Alors, Raoul, lorsque l'État du Cameroun, par exemple, se jetait son dévolu sur la décentralisation, c'était pour résoudre un certain nombre de problèmes. On peut comprendre, entre autres, l'amélioration des prestations des services au niveau local, le rapprochement des services des usagers, auprès des usagers, entre autres. Et
dans la loi numéro 2004, base 07 du 22 juin 2004, portant orientation de la décentralisation au Cameroun, il est clairement mentionné en son article 22 que les ressources nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotation, soit par les deux à la fois. Ça veut dire que l'État, en embrassant cette orientation, avait déjà prévu des mécanismes de financement. Le problème qui se pose, est-ce que l'État est effectif à la fois dans le transfert des compétences et les moyens qui doivent suivre? À notre sens, et selon les collectivités territoriales, ce n'est pas toujours le cas. L'autre élément qui peut peser dans la balance, c'est les ressources propres. Est-ce que les communes sont suffisamment armées pour, n'est-ce pas, rechercher leurs propres ressources? On va y arriver. Et cela va poser, je vais jeter par là. Vous êtes déjà très loin. Je voulais qu'on aille progressivement. Vous avez appris tellement d'avance que quand on va progressivement, ça permet à nos téléspectateurs de comprendre là où nous allons au fur et à mesure que nous avançons. Quand je pose la question de savoir qu'entendons-nous par financement des collectivités territoriales décentralisées, je veux commencer par là, avant de voir d'où peuvent provenir des financements. Donc nous sommes encore là. Qu'est-ce qu'on entend par financement des collectivités territoriales décentralisées? Alors, de façon simple, selon le dictionnaire de Larousse, le financement n'est rien d'autre que l'action de procurer des fonds à une organisation, à une entité ou alors à une personne physique. Lorsqu'on parle donc des collectivités territoriales décentralisées, c'est un ensemble de mécanismes et de processus qui consistent à mettre des fonds à la disposition de ces collectivités territoriales décentralisées. Maintenant, le mécanisme est que l'origine de ces financements peut être interne ou alors il peut être externe. Interne, c'est-à-dire les ressources propres, la capacité à la collectivité territoriale de générer des ressources à travers les activités économiques qu'elle développe. Elle peut maintenant être externe, soit par des emprunts, par des crédits, ou alors par l'apport tel que Germaine le disait tout à l'heure, la dotation spéciale, le transfert selon ce qui est prévu par la loi d'orientation, de transfert des ressources et transfert des compétences. Après le transfert des compétences, au voilà, même moment. Voilà. Donc, soit les deux au même moment, soit un volet, soit le second volet. Sauf qu'il faut aussi préciser que les collectivités territoriales décentralisées ont aussi la possibilité d'avoir du crédit ou de faire des emprunts qui constituent donc un troisième mode de financement des collectivités territoriales décentralisées. Très bien. Alors, Germain, maintenant, posons un peu le diagnostic. Allons voir, au regard de ce que nous vivons dans nos collectivités territoriales décentralisées, quelles sont les sources de provenance des ressources financières? Alors, nous disions que ces ressources prévues par l'État peuvent provenir d'une part de la dotation générale. De la décentralisation. Bien. De la décentralisation. C'est ça? Oui. Vous parlez bien de dotation générale, oui. Dotation générale de la décentralisation. Allez-y. Il s'agit, n'est-ce pas, on va dire, du partage de l'impôt par l'État central. Il y a d'autres ressources telles que celles accordées par certains organismes spécialisés, tels que le FEICOM. Le FEICOM qui est d'ailleurs la banque des communes. Effectivement. Et il y a un autre mécanisme, celui du transfert des ressources par le département ministériel concerné. Donc les différents... Ça, c'est le transfert des ressources. Très bien. Et maintenant, il y a les ressources propres de la
collectivités qui peuvent provenir de la taxation locale, et La taxation locale, de l'exploitation. Oui, vous avez de la fiscalité. La fiscalité locale. Alors, je ne voudrais pas parler de la fiscalité locale parce qu'à ce niveau, il se trouve un problème. Il y a un véritable problème. Parce qu'il s'agit d'une source de financement qui n'est pas encore suffisamment codifiée. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des tiraillements entre l'État et la collectivité. En réalité, c'est suffisamment codifié, sauf qu'il y a un mauvais jeu qui se passe vraiment sur le terrain. Et quand vous trouvez des maires qui maîtrisent exactement, leur argent n'est pas généralement même plus par des agents d'impôts. Quand je dis suffisamment codifié, il faut voir des lois, même les lois sont contradictoires à certains niveaux. C'est-à-dire que ça va demander un toilettage pour pouvoir harmoniser. Mais c'est quand même une source qu'on ne peut pas négliger. Ce flou justifie. C'est quand même une source qu'on ne peut pas négliger. Pour le moment, il y en a beaucoup voilà, qui perçoivent cette fiscalité-là. Il y a cela, il y a la capacité aux collectivités territoriales décentralisées à exploiter les services sociaux mis à leur disposition ou dévolus à elles par l'État, de capacité à les exploiter, à les mettre en valeur. Il s'agit de quoi? De façon concrète, de façon palpable? Je vais prendre un exemple comme celui qui nous a fait ouvrir ce débat, celui du marché. C'est-à-dire que quand on a créé cette commune-là, ce n'est pas la collectivité qui est venue construire ce marché. Ce marché existait et avait été créé par l'État central. Laissons les marchés qui existent. Parlons une commune par exemple. J'ai pris un exemple. Prenons des exemples clairs. Ça, c'est un peu trop compliqué. Prenez un exemple peut-être Angelmoudouka, où il n'y a pas ce type de marché, où c'est la collectivité maintenant qui devrait se battre à y arriver. Bon, si tu ne voudrais pas qu'on parle de marché, même en Angelmoudouka, on peut parler d'autre chose. Même du marché là-bas. Je vais parler mais qui n'est pas une institution de l'État. Je peux parler des infrastructures sportives communales, par exemple. Un stade de football communal qui va être exploité par des structures publiques et privées au niveau national et qui vont rapporter à la commune lorsqu'elle a pris sur elle, n'est-ce pas, de développer ce type d'infrastructure. Je veux parler des espaces de loisirs et de culture créés par les collectivités territoriales décentralisées qui font office, n'est-ce pas, de source de recettes pour ces dernières. Donc c'est autant... il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors, mais dans nos diagnostics, les communes, généralement, telles que nous voyons, s'appuient sur quelles ressources parmi autant qu'on a cité tout à l'heure? On a comme impression que ces communes ne s'appuient que sur quelques-unes, là. Oui, justement parce que la difficulté quand il faut d'abord énumérer ces ressources, notamment sur la fiscalité pour quelques-unes. Au niveau de CAC, la fiscalité locale, voilà. Il y a les CAC, qui sont attendus. La taxe. Vous avez la dotation générale de la dotation générale de la décentralisation. Voilà pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Attends. Bon, maintenant, vous avez cité plusieurs autres sources de financement. Alors, est-ce que... Là, on n'a que 3 aspects ou 4 où les communes se disent, parce que chaque maire vous dira, les CAC ne sont pas encore là. Ils vous diront, écoutez, la dotation de la décentralisation, ce n'est pas grand-chose. Ils vous donnent l'impression que ce n'est que sur 3 ou 4 pans qu'ils attendent les financements et ils n'ont rien à faire. On a maintenant ouvert dans des pans. Oui, justement, la difficulté qu'ont les collectivités locales décentralisées, c'est dans la mise sur pied des politiques socio-économiques adaptées à la réalité telle qu'elle est vécue dans leur territoire, dans leur circonscription. Il est clair que la loi prévoit que 15% du budget soit alloué aux collectivités territoriales décentralisées, qu'un certain nombre de ressources soient transférées. Mais on l'a longuement dit sur ce plateau. Pendant qu'on n'y est pas encore, qu'est-ce qu'on fait? Justement, il est question pour les collectivités locales aujourd'hui de faire ce que nous appelons souvent techniquement la pyramide des priorités. Quelles sont les ressources? D'abord, quels sont les problèmes que nous avons dans notre collectivité? Quelles sont les ressources que nous avons? En fonction de nos capacités, en fonction de nos compétences,
quelles sont les ressources qu'on peut valoriser pour répondre efficacement aux problèmes existentiels que nous avons. C'est à ce niveau que se pose le problème. Parce que les lois sont connues, les dispositions légales, juridiques sont également connues, mais l'État a son temps, visiblement, qui tarde à transférer autant de compétences qu'autant de ressources. Les ressources ne suivent pas forcément les compétences. Justement, on va vous dire, les économistes qui analysent bien ces affaires vont vous dire, OK, on est en cours de ressources, on est en panne de ci ou ça, on fait progressivement, on est dans le processus de parachèvement de la décentralisation même, et du concept de développement local. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le plan local? Un maire ou un exécutif communal qui a la charge d'un territoire doit pouvoir faire ce travail diagnostique, doit pouvoir évaluer les ressources, doit pouvoir recenser les problèmes des populations afin d'adapter des réponses à ces problèmes. Parfois, des réponses ne nécessitent même pas beaucoup de ressources. On l'a démontré ici. Pendant que vous attendez la dotation spéciale à la décentralisation, il y a des tuyaux d'eau sur le réseau hydraulique de votre village, alors qu'il suffit de réunir, de regrouper vos forces vives, on appelle ça souvent dans les villages, les élites, utiliser un langage de sincérité, de vérité, et que chacun apporte sa contribution pour remédier à une... On parle même d'ailleurs de développement participatif. Voilà. Le véritable problème, c'est que beaucoup ne comprennent même pas les enjeux. Lorsque vous parlez de développement participatif, on a peur de la contradiction. Lorsque vous dites à un élu local d'appeler ses populations, ses forces vives, ses élites à la table de discussion, de dialogue, d'échange pour un problème ponctuel, il a même peur, il va vous dire non, je ne veux pas voir tel. Parce qu'il va venir poser les questions qui dérangent. C'est vrai que ce n'est pas un financement. Voilà, ce n'est pas un financement. Mais c'est une source de financement, Raoul, qui n'est forcément pas formelle, mais qui peut permettre d'atténuer un certain nombre de résoudre un certain nombre de problèmes. Ça fait partie des stratégies. Tout porte sur la stratégie. Vraiment, que les collectivités, que les maires, les élus locaux essayent de se bouger un peu pour adapter un peu leur méthode de faire par rapport à la réalité. Les collectivités, les responsables, je veux dire les représentants des collectivités territoriales décentralisées ne doivent en aucun cas perdre de vue le fait que cette dotation, cet argent, ce budget, ce pourcentage de budget qui doit leur revenir n'est pas un argent qui est stocké quelque part, où l'État va aller puiser pour vous donner. Il s'agit d'un budget que l'État lui-même recherche sur le terrain au quotidien. Et il a été donné de constater à plusieurs reprises que l'État même se trouve parfois en manque de ressources pour financer ses projets prioritaires. Parce que la collecte de cet argent sur le terrain peut-être n'est pas aussi rapide, ou plutôt n'est pas aussi on va dire comment, n'est pas aussi... Il n'est pas aussi fructueux comme on pouvait l'attendre. Comme on pouvait l'attendre. Donc, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que les collectivités territoriales, les maires doivent classer cette source de financement un peu plus en arrière, un peu au second rang, c'est-à-dire que mettre plutôt au devant de leur stratégie les ressources, on va dire, propres, toutes les possibilités de se procurer des ressources, parce que, n'oublions pas, il va se poser également, on parlait du cas de la commune de Boulevard tout à l'heure, il va se poser un problème d'indépendance, de capacité à utiliser ces ressources-là comme on le souhaiterait. Puisque celui qui te les donne va souhaiter que tu les utilises d'une certaine manière. Alors, aidons un peu nos maires à aller chercher ces ressources financières. C'est pour ça que je voudrais qu'on se déploie sur le terrain. Faisons comme si on se déployait sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur le terrain de manière à nous fournir de l'argent? J'espère que nos maires nous suivent en ce moment. J'aimerais vous garder la parole. Alors, nous avons dit tantôt qu'il y a un certain nombre de ressources, une fiscalité locale que
Laissons la fiscalité locale. Ça, c'est les 200, je ne sais pas quoi, les boutiques, tout ça. Allons creuser là où les maires ne sont pas encore partis, parce que tous sont dans la fiscalité locale. Et tous savent qu'ils ont un peu d'argent. Nous voulons leur dire que, non, mais en dehors de tout ça, non, jamais, on gagne en temps. Ne revenons pas sur ce qu'ils font tout le temps. Allons sur ce qu'ils n'ont pas fait. C'est ça qui nous permet d'avancer. Parce que si on va parler de fiscalité des 200, ça c'est connu. Et c'est d'abord ça qu'ils font tous les jours. Maintenant, déployons-nous sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils peuvent exploiter de façon concrète, leur permettant d'avoir des ressources financières pour mener à bien leur projet, autre que ce que nous connaissons déjà. Alors, nous avons parlé souvent des ressources naturelles et moi, je ne suis pas particulièrement emballé par les ressources naturelles parce qu'elles sont généralement épuisables. Et pour qu'une collectivité territoriale décentralisée se sente un peu, acquiert une certaine autonomie, il faut qu'elle s'appuie sur des ressources pérennes, sur des sources de revenus pérennes. Lesquelles, par exemple? Et nous avons dit, quand on essaie de parler de fiscalité, c'était pour dire, en dehors des marchés, et les marchés, on n'en parle que dans 10% des communes, dans les villes, dans les villages, un marché, ça rapporte presque rien. Il faut attirer l'investissement privé sur son territoire. Il faut créer les conditions d'installation, de création, d'installation des investisseurs. Il faut attirer l'investisseur. Il faut mettre, n'est-ce pas, en exploitation un certain nombre de ressources, comme les ressources touristiques. Il faut les développer. Il faut... pour ceux qui ont des territoires touristiques, et pour ceux qui en ont. Oui, il y a, et même les ressources naturelles exploitables, minières et autres, ce n'est pas tous les territoires qui en disposent. Mais chacun va... Et la plus grande ressource touristique, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les sites, on va dire, pittoresques, les sites naturels, même nos cultures, nos coutumes peuvent constituer, n'est-ce pas? Nous avons vu dans le Noun un festival qui attire pratiquement tous les 2 ans des millions de personnes, même à l'international, et qui permet... Malheureusement, ce n'est pas une activité communale. Non, effectivement. Ce n'était pas une activité communale, c'est récupéré par la chefferie, je crois. Oui, effectivement, mais la commune, dans la gestion de la cité, peut se greffer là-dessus pour créer la richesse. C'est-à-dire qu'au-delà de l'activité principale, il y a une activité commerciale qui peut s'organiser autour. Il faut que la commune prenne la pleine mesure des potentialités qui peuvent tourner autour d'un tel événement. Elle ne va que se limiter à la collecte de ces 200 habituels et des 100 francs habituels parce que l'événement est ponctuel sur 3 jours. Un commerçant arrive avec son morceau son plateau, je ne sais pas, déblayé sur la tête, s'installe quelque part là où la commune au niveau des communes rurales, les populations ont du mal à écouler leur production, on le sait. Elles produisent, elles ont du mal à... La mairie peut organiser ce qu'on appelle cette chaîne de logistique qui pourrait faciliter l'écoulement des produits, qui pourrait, n'est-ce pas, permettre non seulement aux populations de gagner plus, mais aussi à la commune de gagner quelque chose. Alors, Eros, on poursuit avec vous. Nous sommes toujours sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut aller exploiter pour que les communes aient des revenus pour mener à bien leur projet? La première action à mener, c'est de connaître son potentiel réel dans tous les domaines. Potentiel écotouristique, potentiel agricole, potentiel humain, potentiel ci, potentiel ça. Lorsqu'on a évalué son potentiel, on peut maintenant établir les priorités en fonction de la vision et de la projection qu'on se fait sur... Si je suis dans une commune qui produit et que les pistes agricoles ne sont pas aménagées et que le marché d'écoulement le plus proche est à Douala qui est à 360 km et que cette commune, dans le cadre d'un partenariat, comme Germain le disait tout à l'heure, doit faire venir les investisseurs. D'où le volet attractivité de la commune. La commune doit être attractive. La commune doit tout utiliser pour attirer ou s'attirer les investisseurs. Alors, lorsqu'une commune qui a ce potentiel met sur pied une unité de transformation agricole ou agro-pastorale, je crois que ça peut un peu aider. Il n'est pas question de venir mettre une
unité de transformation agricole ou agro-pastorale dans une localité où on ne produit pas. Vous comprenez que la mairie elle-même doit être productrice de quelque chose pour exciter ou inciter les populations locales à se regrouper autour de cet idéal d'investissement. On parle de richesse, sauf que c'était Maire Bamboudi. Qu'entendez-vous par richesse naturelle que je peux exploiter? Bon, on va aller dire les carrières. Est-ce que vous avez les carrières chez vous? Ok, essayez de voir comment exploiter ces carrières-là. On va peut-être leur dire que vous avez, est-ce que vous avez des zones touristiques? Est-ce que vous avez, ils savent du concret. Vous savez que quelques maires ne savent ni écrire. Dans cette mandature, il y a au moins 7 maires qui ne savent ni écrire. Ils sont maires. Ils sont maires là-bas, dans le Grand Nord. Je ne voudrais pas citer ici, là. Ils sont maires. Ils savent ni lire pour écrire. Il faudra peut-être parler un langage très bas pour leur permettre de comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Alors, monsieur le maire, avez-vous de la carrière, comme on a vu à Koutaba, à Ndjombe Pédia, exploité, ou bien là-bas, je crois, dans la Damawa, le nom m'échappe un peu. Monsieur le maire, avez-vous des sites touristiques que vous pouvez exploiter, comme on a vu par exemple dans Banmayo, entre le site touristique de Lebogo, par exemple? C'est des endroits qui peuvent être bien exploités par les communes, bien arrangés et exploités par les communes. Mais à côté de ça, maintenant, vous avez des activités, par exemple, linéaires. Par exemple, construire les auberges municipales, ça c'est aussi. Oui, par exemple, les auberges municipales, les hôtels municipaux, les champs communautaires, voilà. Pourquoi pas? Parce que lorsqu'il y a un champ communautaire, on a la chance que ça attire un peu, ça crée non seulement de l'emploi pour les jeunes de la collectivité, ça attire un peu les investisseurs parce que la mairie est une institution qui est crédible du point de vue économique, du point de vue des accords de partenariat qui peut être crédible par rapport à un individu. Donc, que les collectivités locales mettent sur pied des champs communautaires, des exploitations agricoles de la mairie. On a la chance que chaque mairie appartient à une zone agroécologique spécifique qui a son potentiel. Parfois, on n'est même pas au courant du potentiel qu'on a. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que beaucoup attendent les fonds transférés, les ressources transférées. Lorsque vous voulez parler même de coopération, vous voulez parler même des accords de partenariat et tout ça, ça ne passe pas. Justement parce qu'on est là pour 5 ans. On a déjà fait ces petits calculs. On sait que chaque année, on doit envoyer. Donc, on n'est pas là pour créer dans la durée. Or, si chaque collectivité met sur pied un plan de développement économique qui est inclus dans le plan de développement communal, le volet économique, on va nous rendre compte qu'il y a des choses que les collectivités peuvent aussi facilement faire à condition d'accepter la contradiction. Parce que c'est ça qui fait aussi problème. Quand le maire il faut écouter. Quand le maire a déjà sa direction, il est parfois difficile de lui présenter une autre direction, même si elle semble plus objective. Un autre pan aussi essentiel, Raoul, c'est que il faut utiliser rationnellement les ressources qui sont à notre disposition. Vous avez l'habitude de couvrir les conseils municipaux, vous savez très bien combien ça peut induire en termes de coûts. Je disais ici l'autre jour au conseiller municipal que dans une commune qui a 25 conseillers municipaux, si on réduit seulement 50 000 dans chaque perdième d'un conseiller municipal, on peut mettre une petite unité. Mais les conseillers là vont vous destituer le même jour. Il est question tout simplement d'établir les priorités et de mettre nos populations au cœur de toutes nos actions entrepreneuriales. Alors, vous parlez tout à l'heure de machines. Oui, allez-y. Oui, je parlais tout à l'heure. Je voulais insister sur le fait que l'État lui-même, à un moment donné, s'est senti l'obligation de créer des richesses. C'est pour ça qu'elle a créé un certain nombre d'entreprises, un certain nombre on va dire, de personnalités morales. À notre niveau, au niveau du Cameroun, on peut parler de la Sonara, qui sont des entreprises qui rapportent énormément d'argent à l'État. C'est-à-dire que l'État, le Cameroun, en tant qu'organisation, en tant que nation, a dû s'appuyer sur des personnalités morales pour faire ces... La mairie, elle,
les collectivités territoriales doivent faire la même chose, c'est-à-dire créer ce type de structure en leur sein qui pourront générer des ressources pour le fonctionnement des... C'est vrai qu'on parle beaucoup du volet social. C'est vrai qu'on parle beaucoup du volet social, mais le volet social dans la gestion d'un certain nombre d'entreprises vient plutôt masquer la malgouvernance parce que les gens, toutes ces entreprises ont le potentiel de faire des bénéfices. Et en mettant avant le volet social, on dilue un peu tous les gains qu'on peut en tirer. Un peu. Alors, la mairie, en se lançant dans la même direction, mais en ajoutant, nous avons parlé toujours ici de la bonne gouvernance. En associant la bonne gouvernance, va trouver des ressources. Nous parlions tantôt de l'investissement social. Vous savez qu'il y a des communes où, quand l'État affecte des fonctionnaires qui doivent, n'est-ce pas, occuper un certain nombre de responsabilités dans la commune, le gars, il peut habiter à des dizaines de kilomètres pour venir travailler. Et tout ce qu'il gagne, il le dépense ailleurs. Et la commune, c'est des ressources que la commune paie. Donc, développer, par exemple, on va dire l'habitat social. Un enseignant, un professeur de lycée qui débarque dans une commune, qui est obligé d'aller habiter dans la ville la plus proche pour venir enseigner, c'est un problème pour la commune. Or, s'il trouvait là un logement social disponible avec le minimum de confort par la commune, non seulement il exploiterait ce logement, il payerait des sous dans les caisses de la commune, il consommerait dans les marchés que contrôle la commune. Bref, elle pourra capitaliser un certain nombre de ressources. Alors, vous avez parlé de cet aspect du marché, c'est vrai. Il y a quand même une commune, la commune de Makba, qui est en train de construire un marché, un gigantesque marché, qui risque même être le plus grand marché du département de nous. C'est dans, nous parlons bel et bien, la commune. On va demander à la réalisation de ces images-là. Vous vivez un peu ce marché, le marché central de Makba, qui sera peut-être là comme une véritable source de financement de cette commune qui, il faut le dire au-delà de toute attente, n'a pas également plusieurs choix d'exploitation. Notamment, vous n'allez pas trouver du bois là-bas, vous n'allez certainement pas trouver des carrières, mais peut-être que ce marché pourra booster les recettes de la commune. Tout à fait. Et il faudrait que les élus locaux comprennent que seuls les marchés ne peuvent pas les aider à booster leur assiette fiscale. Le développement ou alors la rentabilité d'un marché est l'aboutissement d'un certain nombre de choses. Germain le disait tout à l'heure, un fonctionnaire qui arrive dans un village ou dans une commune, ils sont comme ça par centaines dans les communes, qui doit loger à 100 km avant de venir au travail, il est contraint du fait de la distance de venir au travail 2 fois par semaine. Voyez-vous, créez le marché que vous voulez. Vraiment, ce marché ne sera pas rentable. Justement parce que le marché, c'est deux entités principales. C'est celui qui mène l'action d'achat et celui qui mène l'action, qui offre le service ou alors le produit à vendre ou à acheter. Il est question aujourd'hui que les collectivités locales boostent la production locale avec les ressources qui sont à leur disposition. Je disais tout à l'heure de la réalité des zones agroécologiques. Donc, chaque commune aujourd'hui est logée au sein d'une zone agroécologique qui a un potentiel spécifique. Connaissent-ils leur potentiel en termes agricoles et agro-pastoral? Vous allez créer le marché que vous voulez. S'il n'y a pas quelqu'un qui va venir poser sa casserole de macabo pour la vendre et un autre qui viendra l'acheter, le marché ne va pas exister. Il n'existera que des bâtiments. Or, si la mairie met sur pied des infrastructures sociales qui permettent de concentrer les populations, de recevoir les étrangers qui viennent chez eux, l'activité économique ne sera qu'une conséquence. Parce que les gens auront besoin de se vêtir, les gens auront besoin de se loger, les gens auront besoin de manger, les gens auront besoin du divertissement et du loisir. Du coup, cela va induire les retombées dans
les caisses des agents économiques sur lesquels la mairie va faire des prélèvements. Alors, mais il faut noter que la chance peut-être avec cette zone de Marba, c'est qu'elle sera traversée par cette route qui devrait partir, qui part de Bafoussam pour retrouver la Damawa, notamment en Gaoudéré. Vous passez par Marba, vous allez à Banki, vous entrez effectivement à Bagno, toute la suite là. Ça sera donc un axe très important pour les véhicules, là, les passagers et des arrêts vont forcément s'imposer. Oui. Oui. Pour le mouvement, ça sera un axe important pour le mouvement des populations. Et donc, certainement, un point de, on va dire ça, un arrêt. Alors, mais je voulais insister sur un autre élément, c'est-à-dire que les marchés, oui, les marchés, mais il faudra que les exécutifs communaux évitent d'importer des projets tout faits. Il y a des exemples qui existent dans des communes, des marchés construits, personne ne veut occuper. Il faut intégrer les populations dans la conception jusqu'à la finition de ces projets. C'est-à-dire qu'il faut les intéresser au projet. Quand vous venez leur livrer un projet tout fait, la plupart du temps, le marché va être aussi beau qu'on peut l'imaginer en France ou n'importe où. Les populations ne vont pas adhérer. Donc, il est question de prendre en compte dès le début des projets, des différents projets, la vie des populations, les désirata des populations et, n'est-ce pas? Et c'est le même problème qui se pose sur les projets parfois qui sont parachutés par l'État central. Hein, c'est-à-dire que la commune parfois fait son état de besoin par rapport à un projet quelconque, envoie, et là-bas on modifie tout. Si bien qu'on amène un truc maintenant auquel les populations n'adhèrent pas. Et parfois c'est un investissement gratuit, c'est un investissement qui peine n'est-ce pas, à satisfaire, à résoudre le problème pour lequel il avait été initié. Donc, alors, on convient donc maintenant que les communes devraient, en principe, se rapprocher des populations pour voir quel investissement peut être rentable dans les zones où elles sont situées. Très souvent, vous avez si bien dit, il y a des édifices qui, déjà bien construits, mais ne servent à rien et ne produisent rien du tout. Par conséquent, la commune demeure aussi pauvre qu'elle est d'ailleurs. Alors, suivons un peu notre ami, suivons notre ami Sékou Chiri Diallo, expert en décentralisation. Il parle là des questions des financements et de la mobilisation des ressources. Nous allons le suivre et nous revenons juste après. Selon un rapport de Cité et gouvernements locaux unis, si on observe une tendance au renforcement des compétences des collectivités locales en Afrique, il faut cependant souligner que les transferts de compétences ne sont globalement pas ou suffisamment pas accompagnés des transferts nécessaires des ressources et de la gestion financière. Sur le plan financier, soulignent les auteurs du rapport, les collectivités locales africaines continuent de souffrir de très sérieuses faiblesses de leurs ressources et de leurs pouvoirs. Pourtant, le transfert des compétences suppose, dans la plupart des réformes de décentralisation, que l'État reverse aux collectivités locales les ressources qu'il utilisait pour exercer les compétences transférées. En Afrique subsaharienne, de manière générale, les transferts de la part de l'État sont faibles et la mobilisation de ces ressources est difficile. Concernant les capacités administratives, des difficultés et des insuffisances réelles marquent également ces collectivités, notamment en ressources humaines et en termes d'encadrement. L'une des finalités les plus importantes de la décentralisation est de permettre une réponse efficace et adaptée aux besoins des populations locales. Dans cette optique, les services publics locaux constituent l'illustration la plus concrète de cette finalité.
Ces services apparaissent cependant peu satisfaisants dans l'ensemble des pays africains et les prérogatives des collectivités locales sont inégales. Le rapport mentionne aussi que les domaines comme l'éducation et la santé sont gérés directement par les ministères correspondants, tandis que l'eau potable, l'assainissement ou encore l'énergie sont le monopole d'entreprises d'État ou à la faveur des politiques de privatisation transférées aux entreprises privées sans que soient prévus des contrats avec les collectivités locales. L'une des clés de la réussite de la décentralisation dépend de la manière dont sont traités les transferts de compétences aux collectivités locales. Partout en Afrique, l'effectivité des transferts bute sur de nombreuses résistances de la part des gestionnaires des ministères, soulignent les auteurs du dit rapport. Le financement des collectivités locales provient de deux sources principales. Nous avons la fiscalité locale qui permet aux collectivités locales de disposer de revenus propres à partir de l'assiette fiscale transférée ou partagée. Et le transfert financier constitué par les subventions et divers concours financiers de l'État. D'autres ressources propres peuvent provenir des taxes ou du produit de l'exploitation de certains services, ainsi que l'exploitation du domaine. Quant au mode de financement du développement local, il varie selon les pays. Il faut rappeler que la capacité de mobiliser des ressources propres est une base essentielle de la décentralisation. Malheureusement, la loi qui attribue les ressources ne confère pas toujours aux collectivités locales les prérogatives qui leur permettraient d'agir sur leur volume, si bien que même les ressources considérées comme des ressources propres sont étroitement contrôlées par le pouvoir central. Concernant le recouvrement des impôts, on constate dans tous les pays des taux de recouvrement faibles ou même très faibles. Les collectivités locales disposent de peu d'autonomie en ce qui concerne leurs ressources financières et humaines. Leurs ressources propres sont généralement faibles, soit parce que les citoyens s'acquittent mal de leurs impôts et que les collectivités et l'État sont mal organisés pour les collecter, soit parce que leur droit en matière de prélèvement de taxes est limité. La décentralisation financière est donc très peu avancée. Cette faiblesse des capacités financières des collectivités locales se trouve aggravée par les faiblesses persistantes en matière de capacité administrative et de ressources humaines. Alors, on parle là des ressources propres des communes qui sont véritablement basées sur la fiscalité et quelques taxes de part et d'autres, de manière générale. Alors, j'aime, peut-être que vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de notre ami Diallo, de notre ami Sékou Chérif Diallo, évoquant d'ailleurs la mobilisation des ressources et la question du financement qui demeure encore très très faible en Afrique, et il a évoqué quelques pesanteurs. Mais de là, au-delà de tout cela, on a parlé des pôles d'exploitation des richesses naturelles pour obtenir des probables ressources financières pour mener à bien le développement que nous souhaitons avoir. Quel est généralement le problème? Est-ce le fait de la méconnaissance de l'exécutif municipal qui, très souvent, n'est pas très actif, ne maîtrise même pas déjà ce que son sol, en fait, sa zone de compétence a comme richesse naturelle pour mettre cela en avant, ou alors un lassisme qui fait que on s'est dit on a 5 ans et puis on va s'en aller. Autant mieux bouffer tout ce qu'on a là. Quel est généralement le problème? Effectivement, tu as raison d'évoquer cette question de compétence. Cette question de compétence. Certains mais n'ont pas la capacité d'exploiter à fond un certain nombre
n'est-ce pas, d'opportunités qui sont mises à leur disposition. Et n'oubliez pas que dans on va dire, cette opposition avec l'administration centrale, elle a un personnel suffisamment outillé sur le plan juridique et autres, et qui donc peut manipuler assez facilement cet exécutif communal qui n'est pas suffisamment armé. C'est pour ça que nous avons toujours parlé depuis le début des ressources compétentes. C'est-à-dire que vous êtes maire, oui, mais vous devez vous approprier, vous devez vous entourer des ressources compétentes dans tous les domaines pour, n'est-ce pas, pouvoir mener le combat. Comme j'ai dit, oui, l'État a accepté de donner un certain nombre de pouvoirs, mais l'État veut contrôler. Parfois, l'État oublie même que lui-même a pondu des lois, a fait voter des lois qui sont à votre faveur. Mais on va dire le patron, le contrôleur, la tutelle qui est en face, qui est suffisamment outillé, ne l'oubliez pas, use d'un certain nombre de faiblesses que l'on peut retrouver dans un certain nombre de lois, des petits vides et autres, pour vous imposer une façon de faire. Donc, il y a donc ce problème de ressources, de compétences. Ça, c'est un problème, c'est un vrai problème. Il faudrait que les exécutifs communaux se dotent des ressources, des compétences suffisantes pour mener ce combat. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les collectivités territoriales ont besoin d'une autonomie financière. Et vous ne pouvez pas manifester, et qui dit autonomie financière, dit votre capacité à décider et à orienter les dépenses de vos fonds dans le sens que vous le souhaitez. Alors que dans l'autre sens, celui qui met des ressources à votre disposition vous impose l'orientation de la dépense. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Donc, il y a pas mal de... d'autres aspects. Alors, Eros, peut-être dans le même sens que Germain? Oui, moi, je pense plutôt qu'il se pose aussi un problème de volonté. J'ai l'habitude de dire ici que... Volonté politique. Volonté politique. Volonté même de celui peut-être la conscience, pour cela du maire aussi. Je n'ai pas voulu parler de conscience pour qu'on ne pense pas que nous traitons les maires d'individus inconscients, mais beaucoup plus de volonté. Volonté parce que lorsqu'on porte à cœur les problèmes de sa communauté, même s'il y a les difficultés du point de vue administratif, du point de vue des transferts de compétences, dans nos attitudes, dans nos façons de faire, dans nos façons d'agir, on sent que celui-ci porte à cœur nos problèmes. On a dit ici qu'il y a des maires qui ne connaissent même pas leur territoire. Il y a des maires qui passent des mois qui ne sont même pas sur leur territoire de compétences. Comment vont-ils placer les populations au cœur de leur initiative? Comment vont-ils établir les priorités? Comment vont-ils évaluer leur potentiel? Parce que chaque mairie a quand même une ressource. Qu'elle soit minime, elle existe quand même. Jusqu'en, je crois, entre 2008 et 2022, l'OFECOM a réussi quand même à transférer 158 milliards. Seulement pour 2021, près de 50 milliards ont été transférés. Est-ce que vous avez perçu réellement les impacts sur le terrain dans certaines localités? Dans les zones rurales, la situation est encore plus grave. Parce que étant en ville, avec le concept de mairie de la ville, qui dilue un peu les actions des mairies d'arrondissement, on a l'impression que tout semble bien aller. Mais lorsqu'on va dans les zones rurales où, en dehors de la préfecture, de la sous-préfecture, l'administration, la collectivité administrative qui existe, c'est la mairie, vous allez vous rendre compte que les populations sont abandonnées. Le maire arrive à l'occasion des fêtes qu'on connaît, disparaît, on ne peut pas le voir, on ne peut pas avoir des entretiens avec lui. Les adjoints arrivent pour signer les actes de naissance et les actes de mariage quand c'est possible, et ils s'en vont. Parfois, la secrétaire qui est là, celle qui vous reçoit, n'est informée de rien. Dans un tel climat, dans une telle ambiance, comment est-ce qu'on peut
mener des initiatives de développement réelles. Ce sera difficile. Parce qu'il est question aujourd'hui, peut-être on le dit régulièrement, il faut le dire chaque fois, que le développement local, c'est l'utilisation des ressources locales pour développer de la richesse sur le plan local. Alors, comment vous allez développer les richesses locales? Comment vous allez utiliser les ressources locales alors que vous n'êtes jamais là? Alors que vous n'êtes jamais au courant des problèmes des populations? Alors que vous ne connaissez même pas votre territoire de compétences? C'est absurde. Non. Je crois qu'il y a un problème de conscience, comme vous l'avez dit, mais beaucoup plus de volonté et de priorité. Est-ce que la priorité des exécutifs communaux, ce sont les populations? Si ce sont les populations, menons des actions à l'endroit de ces populations pour améliorer leurs conditions de vie. Si on n'a pas de ressources, dites aux populations qu'on n'a pas de ressources. On a 10 francs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 francs pour que vous soyez contents? Mais parfois, on a même 10 francs. On ne fait pas ce qu'on peut faire avec 10 francs. Personne ne vous dit comment on a dépensé les 10 francs. On vous dit simplement, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas, on attend que l'État envoie. Les CA se sont arrivés cette année en retard. On a accusé 2 mois de retard. Donc, les projets qu'on devait faire cette année, on va les rattraper l'année prochaine. Non. Un deuxième ou troisième aspect important, c'est que les collectivités locales doivent investir dans l'humain. Il faut investir dans la jeunesse. Moi, je suis amusé parfois quand les collectivités demandent aux jeunes journée de l'entrepreneuriat, journée de venir la foire de projet. Qui leur a montré comment monter un projet? C'est pour cela que parfois vous vous rendez compte que à quoi ça profite? À quoi ça profite de montrer aux jeunes comment monter un projet? Justement parce que si les jeunes ont la capacité et la compétence pour élaborer des projets, ils vont élaborer les projets. La mairie qui est crédible peut attirer les investisseurs pour préfinancer ces projets. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'attractivité. L'attractivité, seulement, ce n'est pas de construire des routes, de mettre des auberges, de mettre l'adduction d'eau. Non. C'est de présenter le potentiel. Et l'un des potentiels qui est le plus vendable, c'est le potentiel humain. Lorsque vous investissez dans l'humain, à tout moment, on peut mettre sur pied les processus de transformation du territoire. Parce qu'on a au moins une ressource humaine capable de porter des projets de développement. Alors, il faut investir dans l'humain. Il faut apprendre aux jeunes à monter des projets. Il faut apprendre aux jeunes à chercher des financements. Il faut apprendre aux jeunes à gérer des entreprises, des projets qu'ils vont mettre sur pied. Tout à fait. Ouais. Lorsque tout cela est mis ensemble et que la collectivité va à la recherche des investisseurs, des potentiels financeurs, porteurs de financement pour les projets, pour les jeunes. Figurez-vous, si vous avez 10 jeunes dans une commune et que chaque jeune développe une exploitation agricole de 5 hectares seulement, au bout de 5 ans, la mairie, parce que en fonction de la superficie, il y a la fiscalité, la loi portant fiscalité locale qui permet à la mairie de prélever un certain nombre de dividendes. Lorsqu'on le fait, c'est pour développer les ressources propres de la mairie, en attendant que les 15% de la dotation spéciale soient transférés, en attendant que l'État transfère les ressources humaines, la mairie peut capitaliser les ressources humaines qu'elle forme, dont elle a participé à la formation. Aujourd'hui, la plupart des localités rurales ont des centres de formation professionnelle. Et l'État a bien fait de multiplier ces centres de formation dans les villes, dans les quartiers, dans les départements, dans les communes. Mais je me demande combien de mairies, de façon formelle, ont déjà préfinancé la formation de leurs jeunes. Quand vous allez dans les villages, ce sont les statistiques qui le disent, la population jeune est la plus nombreuse. Après les jeunes, ce sont les femmes. Donc, si vous voulez capitaliser vos acquis, investissez dans l'humain, investissez dans la jeunesse, investissez dans la formation des femmes. Aujourd'hui, les garages, les menuiseries, les salons de couture, les salons de coiffure sont des petits investissements qui permettent de mettre sur pied un tissu économique local qui peut permettre à la mairie d'avoir des petites ressources en attendant que les petits jetons de temps en temps, en attendant que les CAC, les transferts de ressources formelles arrivent. Pour le faire, il faut investir dans l'humain. Très bien. Nous avons vu par exemple la commune de Bodadéa qui a, dont le maire Ernest Mpoko, a trouvé un moyen de s'offrir les ressources financières à partir de la création de nouveaux quartiers. Ça, c'est aussi un moyen. On a vécu cette expérience à Bodadéa où tout un quartier est créé. Le maire a l'outil des terrains et les gens venaient prendre ce terrain. De temps en temps, ils payent ce qu'on appelle le permis de bâtir. Tout à fait. Et vous voyez, je crois que c'est 1% ou 2% de votre investissement. C'est quand même beaucoup d'argent. Et cette commune aujourd'hui n'attend pas les CAC
pour payer son personnel. Donc, il y a peut-être plusieurs actus comme ça qu'on peut développer, jamais, pour permettre à ces collectivités territoriales décentralisées d'être totalement libérées de la manne qui vient de l'État. Effectivement, nous parlions du besoin d'autonomie financière. Nous discutions ici l'autre jour avec le conseiller municipal qui souhaitait qu'on ne confonde pas l'exécutif ou bien la mairie à une entreprise, une structure privée. Il ne s'agit nullement de ça. Il est question pour l'exécutif communal de ne pas considérer la mairie comme une structure, je vais dire, on va dire quoi, de redistribution des moyens mis à sa disposition. Il s'agit d'en faire une animation, une structure d'animation de la vie sociale de son territoire et de la vie économique dans l'optique du développement. Alors, quand on parle... cela, il faut des moyens, bien sûr. Oui, naturellement, il faut des moyens. Et quand on parle de l'animation de la vie économique, effectivement, Eros parlait tout à l'heure des centres de formation des jeunes. Investis dans la jeunesse. Investis dans la jeunesse. Investis, oui, je suis d'accord, investis dans la jeunesse, pourquoi? Pour envoyer tout le monde à Douala et Yaoundé chercher du travail? Voilà autant de questions. Alors, il faut donc que les collectivités créent l'environnement qui va mettre en valeur ces potentiels, ces jeunes formés, qui va exploiter, qui va offrir les conditions, n'est-ce pas, de création de richesses par ces jeunes qui auront été formés. Sinon, tout le monde va courir vers Douala et Yaoundé pour aller chercher du travail. Vous avez parlé des aires de loisirs et d'animation, par exemple, qui sont également des pôles par excellence pour donner un peu de l'argent à ces communes. Effectivement, parce que lorsque vous avez, j'ai parlé tout à l'heure d'un stade communal, il ne sert pas simplement à jouer au football ou bien au basket. Ou je vous avez des espaces verts. Vous avez, les espaces sont généralement utilisés pour d'autres cérémonies et ça se paye. Ces espaces peuvent exploiter. Quand vous allez dans les communes rurales, parfois vous manquez même de l'espace pour faire une foire. Vous voyez, en fin d'année, les foires, ça foisonne un peu partout. Mais dans certaines communes, vous allez manquer d'espace pour faire... Or, ces lieux-là peuvent également être des pôles où peuvent se développer ce type d'activité. Oui, pour donner de la précision par rapport à ce que j'ai dit sur la formation, j'ai d'abord commencé à parler de l'évaluation du potentiel, d'établir les priorités. Lorsqu'on a établi les priorités, même la formation suit ces deux axes. J'ai évalué mon potentiel, j'ai mes priorités en termes de développement de ma localité. En finançant ou en préfinançant la formation des jeunes, j'axe la formation ou alors les axes de formation sur mes actions, sur mon plan d'action prioritaire. Là, au moins, je suis sûr que les jeunes qui vont finir là, on met sur pied un dispositif de suivi d'encadrement. Ils montent les projets, on leur dit, OK, on finance 25%, à condition que vous-même vous ayez 10%. On met quelqu'un là, les gens, tout un comité pour les suivre, parce que c'est un investissement. On n'investit pas pour perdre. La mairie investit pour que sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans... Même si le maire ne sera même plus là, si le maire ne sera là, va continuer. Justement parce que s'il travaille pour la communauté, il n'a pas peur de laisser un projet qui est rentable pour la communauté, pour la collectivité. Mais on se rend justement à l'évidence que beaucoup ne veulent pas entrer dans ce créneau des projets à long terme, des initiatives qui parce qu'ils veulent manger pendant qu'ils sont... Voilà, ils veulent gérer. Ils sont en fonction. Vous savez, par exemple, des communes de Koutaba et de Barba, effectivement, on a créé des plans, des vastes plantations. J'ai moi-même visité une plantation de maïs et de manioc là-bas à Koutaba avec mon ami Koutabtou Ibrahim, qui est d'ailleurs le maire de la commune de Koutaba. Et on en a aussi visité du côté de Magba avec notre ami Bouet Dieudonné, effectivement. Ces plantations qui, en principe, sont aussi des véritables sources de revenus. Il suffit seulement de bien les encadrer et surtout mettre sur pied un moyen de les écouler le plus tôt possible. Jamais. Effectivement. Je vais vous prendre un exemple.
moi, j'ai été dans une école primaire dans mon village et à cette époque-là... Votre village, c'est lequel? Maningolais, pour ne pas le citer. Maningolais, non, il faut le citer. L'école publique de Maningolais, l'école publique LH. Et vous dépendez de la mairie des Bonnets. Et je dis à l'époque, la direction de l'école a réussi quelque chose de très appréciable. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'on appelle le paquet minimum, la direction avait réussi à fédérer les jeunes dans un ensemble d'activités agricoles, par exemple, au sein de l'espace qui était dédié à l'école. On arrivait à faire des productions extraordinaires de maïs et autres qui étaient vendus à centaines de millions. Ce projet a beaucoup prospéré dans les villages. Hein. Et ça a permis à la direction, par exemple, de construire 2 ou 3 bâtiments sans avoir eu recours à l'APE, ni à l'APE, ni à l'État. Donc, si nous prenons un niveau plus grand qui est celui de la mairie, il est question pour la mairie, n'est-ce pas, de créer, de faciliter la création. Si elle n'a pas le potentiel, elle a les ressources qu'elle peut stimuler pour qu'il y ait ce type de fonctionnement qui permettent, n'est-ce pas, de lui accorder un certain nombre de facilités en termes d'autonomie financière pour pouvoir mener à bien. Parce que les ressources qui vont être générées proprement par la mairie ne peuvent en aucune façon être contrôlées par la l'État tutelle, central. sauf peut-être par, n'est-ce pas, la loi sur la gestion de la chose publique. Là, nous sommes d'accord. Quand on dit générer des ressources, quand on dit contrôler, ça ne veut pas dire que vous allez faire de cet argent ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ce que vous pour voulez. l'utiliser... Mais ça veut dire que le préfet ne va pas vous imposer quoi que ce soit. Le projet pour lequel il faut, n'est-ce pas, à partir de vos fonds propres. Financer. Très souvent, les maires se bombent le torse en disant ça, c'est sur fonds propres. Nous avons fait ça sur fonds propres. Ils sont fiers de dire qu'ils ont quand même récolté quelques fonds. Alors, Eros, peut-être par la suite... On va donc dire, puisque nous allons entrer dans les perspectives maintenant avant de sortir de ce programme, on a décrié le lacisme des maires, c'est-à-dire, je voudrais même dire leur incompétence. Beaucoup arrivent là, s'asseyent dans les bureaux et disent que bon, ils appellent leurs agents de recouvrement là. Chaque soir, vous avez fait combien aujourd'hui là? Le receveur municipal parfois même n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Il met la main dessus et puis c'est fini. Pour lui, voilà sa mandature. Oui, juste une seconde pour dire, tout à l'heure dans le reportage, on a parlé de l'automatisation de, n'est-ce pas, de la collecte de cette taxation de ces fonds-là. Et ça aussi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir quel est le... Bon, on va y revenir tout à l'heure dans les pistes de solutions, n'est-ce pas, les perspectives. Alors, je parlais sur là, peut-être pour explorer une dernière fois ces richesses qui échappent, en fait, ces fondements de richesse qui échappent à nos maires. Ils peuvent pourtant aller chercher au tréfonds de leur on va dire, de leur savoir, de leur singular, pour comprendre effectivement qu'ils peuvent créer de la richesse à partir de leur territoire propre. Il y a de la richesse à créer. Alors, j'ai même, on va dans, Eros, on entre dans des perspectives, on va dire, en guise de perspective, qu'est-ce qu'on donne comme outil à nos exécutifs municipaux? Oui, en guise de perspective, et en même temps, c'est des conseils qui pourront les aider. C'est de temps en temps se mettre à jour. Ce sont des managers, et pour un manager, il est question et il est important que régulièrement, que ce manager se mette à jour. Ça peut être des formations, ça peut être des recyclages pour ceux qui ont été déjà formés, du moins apprendre davantage. Il faut que les élus locaux soient davantage, on parlait l'autre jour, ouverts à l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Et le numérique, aujourd'hui, c'est dans tous les domaines carrément. Le numérique, aujourd'hui, c'est un levier important nous permettant non seulement de vulgariser,
mais de valoriser notre potentiel. Nous parlons peut-être des sources de revenus, on a oublié la coopération internationale. Hein. Oui, lorsqu'on parlait des accords de partenariat et par-ci et par-là, on faisait allusion à tout cela. Et même la coopération intercommunale. La coopération intercommunale, c'est pour cela que j'étais très heureux en début de semaine, lorsque le GECOM se déroulait à Yaoundé, les maires qui ont pu tisser un certain nombre de partenariats, notamment... On parle de 80% qui ont été retenus pour être financés. Voilà. C'était quand même un événement grandiose qui a fait beaucoup de plaisir à nos maires. Hein. On dirait qu'ils ont écouté votre émission. Voilà les initiatives encourageantes. Je crois Ango-Sas, le maire d'Ango-Sas, qui va mettre sur pied une unité de production de riz. Tout à fait. Il y a un autre maire qui va mettre sur pied une unité de transformation agro-pastorale. Il y a pas mal d'accords de partenariat qui ont été ficelés comme ça. Mais tout cela a pu se ficeler justement parce que les gens se sont assis, ils ont évalué le potentiel, ils ont élaboré le projet, ils ont analysé le projet et ils ont soumis. On s'est rendu compte qu'en réalité, ce projet, il est non seulement rentable du point de vue économique, il est faisable du point de vue écologique, il est même acceptable du point de vue social. C'est de cela qu'il est question. Donc, dans les perspectives, il est question, et ce n'est pas une insulte, c'est un conseil, que les exécutifs communaux se mettent régulièrement à jour. Si elles n'ont pas de compétences, qu'elles sollicitent les compétences, parfois qui sont disponibles, j'ai l'habitude de le dire ici, parfois gratuitement, qui sont disponibles à travers même les délégations. À travers les délégations qui sont à leur disposition souvent, mais parfois, il y a souvent des petits guéguerres, des petits conflits entre ces fonctionnaires. Parce que les délégués là veulent aussi beaucoup d'argent parfois. Peut-être pas beaucoup aussi, peut-être beaucoup dans un autre cas. Donc, en termes de perspective, il faut qu'ils s'approprient les atouts qui sont les leurs, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel de décentralisation et de développement local, il y a beaucoup d'atouts que ces collectivités doivent s'approprier afin de booster le développement économique de leur territoire. Très bien. Alors, dans les perspectives, j'aimerais... Toujours dans les perspectives, il y a... Je vais commencer par le point que Raoul a évoqué tantôt, c'est-à-dire la coopération intercommunale. Il est aujourd'hui démontré que la mutualisation des efforts ou bien des ressources est particulièrement efficace dans la réalisation, c'est-à-dire que est particulièrement efficace dans la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Donc, il faut aller vers la mutualisation des efforts, donc vers la coopération intercommunale. 2, 3 communes qui se trouvent dans une même zone, qui n'ont pas l'une d'elles, une seule de ces communes ne peut pas acquérir un certain matériel, peut-être pour... Par exemple, des engins. Un engin d'un certain montant, mais en s'y mettant à 3, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible. Et donc, naturellement, il va se poser un certain nombre de trucs à mettre en place pour pouvoir exploiter cela. Autre perspective, les communes doivent, comme nous avons dit, confronter la réglementation. C'est-à-dire que la réglementation, elle est suffisamment dense et abondante. Malheureusement, il y a certains aspects de réglementation différents qui entrent en contradiction, ou plutôt en collusion. Il y a certains vides qui permettent à l'autorité centrale de continuer à contrôler, à maîtriser, ou plutôt à manipuler les collectivités. Il faut que celles-ci, ces collectivités, aillent confronter cette réglementation pour que le juge que l'État lui-même a mis en place participe du toilettage, n'est-ce pas, de cette réglementation pour que, enfin, les collectivités puissent se mouvoir de façon optimale. L'autre perspective, je disais... pour sortir rapidement, je dois. Oui, c'est la recherche permanente de l'autonomie financière. Recherche permanente de l'autonomie financière par le développement des ressources pour fonds propres et autres. Donc, les collectivités doivent se mettre dans la logique, n'est-ce pas, de
de construire quelque chose de durable. Très bien. Alors, que dit donc du FECOM? Le FECOM, cette banque des communes qui, très souvent, plus ou moins défaillante un peu. Le FECOM, justement, c'est, comme tu l'as dit, c'est une banque des communes. Sauf que le FECOM finance des projets sur la base d'une orientation que l'État central et elle maîtrisent. C'est-à-dire que parfois, la collectivité conçoit un projet, l'envoie dans les études, on biffe ceci, on enlève cela, et ça vous revient, n'est-ce pas, avec un financement, mais sous une forme qui ne va pas être suffisamment exploitable ou suffisamment, qui ne va pas fédérer forcément les populations. C'est-à-dire qu'elle vous donne des financements en orientant l'investissement de ces financements. Certains maires, on entend certains maires dire le FECOM des finances que des amis. Et puis, elle ne donne pas cet argent gratuitement. Elle attend que tu rembourses. On attend que le FECOM des finances que les amis. On a comme impression qu'il y a un choix là-bas. Oui, il ne faut pas que les maires pensent que nous ne sommes pas au courant de leurs difficultés, que non. Nous sommes bien au courant des boulots d'étranglement qui empiètent un peu sur leurs initiatives d'action de développement concrètes. C'est pour cela que nous disons depuis ici sur ce plateau qu'il faudrait que les maires se détachent un peu de ceux qui semblent être tirés vers le bas en développant des attitudes leur permettant de valoriser leurs ressources internes. De réaliser leurs objectifs. C'est pour ça qu'il faut prioriser nos actions. Il faut que les maires comprennent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Justement parce que les moyens de tout faire ne sont pas mis à leur disposition. Mais de faire de façon efficace avec le peu de moyens qu'il y a déjà, pour que les populations sentent un peu qu'il y a de l'émulation, qu'il y a au moins la prise en compte de leurs problèmes et de leurs difficultés. S'il faut toujours dire FECOM, 15%, l'État, non, ça va prendre du temps et les populations auront l'impression qu'il n'y a rien et que les maires ne font rien. Voilà. Alors, il faut donc dire que beaucoup plus, ce sont les maires de l'opposition qui se plaignent de ce FECOM, pour la plupart, en disant que bon, le FECOM là semble faire des choix vers certaines mairies. Bon, nous avons déjà déposé peut-être que les maires d'en face ne se plaignent pas beaucoup, justement, parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont aussi dans une situation confortable. On va dire qu'ils ont l'habitude de dire, nous avons déjà déposé 2 ou 3 projets là-bas, mais le FECOM ne nous regarde pas. Alors que il faudrait aussi dire aux maires que ce n'est pas parce que vous avez déposé un projet que forcément ce projet doit être financé encore, qu'il faut se rendre compte de la faisabilité de tout ce qui est. Alors, nous allons sortir de ce programme. Nous avons fait, peut-être en 1 minute, vous avez quelque chose à dire. Oui, en 1 minute pour dire que les financements FECOM, ce n'est pas une manne, c'est des prêts, des emprunts que vous devez rembourser. Et donc, une dernière perspective, nous avons vu que l'éducation des masses est un gros problème. C'est-à-dire que la civilité dans le paiement des taxes et autres, il faudrait que vous allez dans un magasin, il y a des gens qui ne veulent pas payer du tout. Il y a des gens qui construisent et ne veulent pas payer. Et donc, il faut éduquer les populations. Ça, c'est une perspective. Ces populations paient les taxes. Pour qu'elles comprennent l'intérêt déjà de le faire et qu'elles adhèrent, n'est-ce pas? Donc, l'éducation... et il faudra effectivement que ces taxes atterrissent dans les caisses de la mairie. Tout à fait. Parce que très souvent, les taxes restent dans les poches de ceux qui recourent. Très bien. Et là, va se poser le problème de traçabilité. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un ensemble de mécanismes qui permettent de garantir, de maîtriser, n'est-ce pas, le circuit des recettes de la collecte jusqu'à la caisse... l'assiette fiscale. L'assiette fiscale. Là, je veux dire jusqu'à les caisses de la commune pour permettre, n'est-ce pas, d'orienter les... Merci beaucoup à vous. Germain, Djeka et Longuet, nous parlions donc de la problématique des financements des collectivités territoriales décentralisées, état des perspectives de la thématique. Était d'ailleurs sur notre plateau ce soir. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme Eros Equala, spécialiste en management des projets et ingénierie du développement local agro-environnementaliste. Germain Djeka et Longuet, ingénieur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, universitaire, expert consultant et formateur. Et nous n'avons pas eu la présence d'un certain Vincent Yedeux, conseiller municipal, pourtant annoncé. Hélas, il nous a fait faux bon. Merci à toutes les deux d'être arrivés sur ce plateau pour éclairer la lanterne de nos nombreux téléspectateurs qui se chiffrent déjà en termes de millions. En tout cas, pour ceux qui ont le bouquet StarTime, allez-y sur le 792. Vous avez Dash News également
comme entrant sur ce bouquet Star Time, une émission que nous dédions d'ailleurs au maire de Nguel-Moudouka, nos grands frères et confrères Alex Mimbang, et celui dont il a remplacé il y a quelques années maintenant, un certain Guéléja Marie, ancien sous-préfet. Nous allons tout simplement vous dire que ce programme est en rediffusion le vendredi vers 21h, le dimanche 18h et lundi 22h. Et je vous retrouverai certainement avec les deux prochains pour une autre thématique de ce genre. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.